Unekan brysen hetimasen näri raatreides. Merci Olivier. Alors bonsoir à tous, merci de votre présence. Je voulais simplement dire quelques mots, ce sera rapide, quelques mots sur le cadre au fond qui entoure ce livre, sans parler du livre à proprement parler comme tel, simplement du cadre du livre lui-même et un peu de la chaire de recherche et ainsi que du projet Raison, Révélation, l'héritage critique de l'Antiquité qui est associé à ça. Alors, si vous voulez, ce livre procède, est issu au fond des travaux de la chaire et des travaux de ce projet de recherche sur l'héritage critique de l'Antiquité, parce que ma conviction, qui s'est formée peu à peu au fond, ça n'a pas été une simple fulgurance, mais c'est venu petit à petit, cette idée que l'héritage grec, que la tradition grecque, avait un statut peut-être un peu d'exception et qu'en tout cas elle nous parlait, qu'on était en contact avec cette tradition et qu'elle pouvait encore être extrêmement instructive pour nous aujourd'hui. Et donc c'est l'idée de travailler dans une grande diachronie, on pourrait dire, partant de l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, que j'essaie d'interpréter comme d'une seule venue, même si je suis bien conscient qu'il y a des coupures et qu'il y a des réformes importantes qui ont jalonné le parcours, mais le questionnement que je porte essaie d'aller le plus loin possible en arrière, si vous voulez, et le plus loin possible en avant. Et donc, c'est un peu l'idée de la chaire, Antiquité critique et modernité émergente. C'est un peu le dialogue, on pourrait dire, entre une certaine Aufklärung grecque et une certaine Aufklärung moderne. Et puis, dans ce cadre-là, nous avons un programme de recherche qui implique beaucoup de gens dans plusieurs universités, dont mon cher ami Hans-Jürgen Lüsebring, qui est de l'Université de la Sarre, et Josiane Ayoub, qui est ici présente, avec qui je collabore aussi avec sa chaire, etc. Donc il y a plusieurs personnes associées à ce projet-là, si vous voulez. Et puis, donc, dans ce large projet de recherche, il y a cette idée, au fond, de faire se dialoguer l'Antiquité et la modernité pour un bénéfice nouveau, peut-être qu'on a oublié. Et en pensant aujourd'hui, justement, cet après-midi, aux questions que tu allais me poser à ce sujet-là, Olivier, je m'étais dit, il y a une chose qu'on dit souvent, qu'on entend souvent. On entend souvent que, bon, le cours classique est disparu depuis plusieurs années maintenant, décennies. On a l'impression que l'Antiquité s'est peut-être éloignée à cause de ça. Beaucoup de gens n'apprennent plus le latin et le grec, connaissent peut-être moins les anciens, etc. Et ça, c'est vrai, et on en fait un constat souvent extrêmement négatif. Mais je voudrais présenter les choses sous un autre jour en disant ce qui suit. C'est que quand on regarde dans le monde aujourd'hui la quantité de recherche qui se fait sur les philosophes anciens, sur la culture ancienne, sur le droit antique, etc., on est impressionné non seulement par la quantité, mais par la qualité des études. Donc parler d'un désintérêt ou d'un éloignement, c'est seulement d'un seul point de vue. Je crois qu'il est vrai qu'on avait l'habitude de se rapporter à l'Antiquité grecque et romaine, mais c'était dans le cadre aussi d'une certaine tradition judéo-chrétienne, où on allait chercher chez les Grecs certaines choses liées à cette tradition judéo-chrétienne. Et donc, le type de rapport qu'on a développé, je dirais, depuis une vingtaine d'années, vis-à-vis des Grecs, est à certains égards plus ouvert que ça. Et donc, oui, d'un certain point de vue, on a perdu une certaine continuité via la disparition du cours classique, etc. Mais de l'autre côté, on a accès maintenant à une autre antiquité. Et on peut la questionner à partir de points de départ qui sont différents et moins limitatifs que ceux qui étaient les nôtres auparavant. Et ça, je ne suis pas sûr qu'au change, on y perd.
tant que ça. S'agissant maintenant, juste en quelques mots, du colloque de demain, alors le colloque s'intitule « Reflet moderne de la démocratie athénienne ». C'est que moi j'ai cette idée que, je ne suis pas le seul d'ailleurs, que l'expérience démocratique grecque a été quelque chose de non seulement d'extrêmement important et de quasi unique dans l'histoire, mais que ça a été une certaine école pour notre tradition vue dans l'ensemble, et qu'on a encore beaucoup à tirer de cette affaire-là et de notre rapport à eux. Et personnellement, dans l'ensemble des activités de la chaire que j'entrevois, il y a deux axes principaux qui m'intéressent. D'une part, cette réflexion démocratique, son histoire, sa reprise, ses dévoiements, etc., à travers l'histoire, ça c'est une chose. Puis l'autre chose, c'est la tradition esthétique. La réflexion sur l'art, sur les arts, sur la littérature, sur le théâtre, etc., qui a été si riche à cette époque, puis qui a été reprise et développée dans le monde romain ensuite, puis reprise par le théâtre italien et français, etc. Il y a là, je trouve, un potentiel de rapport critique au monde et d'émancipation extrêmement important que nous devons continuer à explorer. Donc c'est un peu ça, en gros, le cadre général, si vous voulez, de la chaire, indépendamment de ce que je peux avoir dit dans ce livre. Merci Jean-Marc. Alors, pour ce soir, donc, on discute du livre lui-même. Pour ce qui est du reste, on va travailler les 2 prochaines journées. Pour parler de ce livre, ce soir, nous accueillons en fait 2 invités. Alors, en fait, ce sont 2 invités qui viennent de 2 lieux géographiques assez différents, qui, m'a-t-on dit, ne se connaissent pas vraiment. Je vais commencer par... vous connaissez plus? Oh oui, on se connaît. Ah. On se connaît comme le loup blanc depuis plus de 20 ans. Ah bon, mais pourquoi vous m'avez dit que vous n'avez pas discuté avec lui, par exemple? Mais si, non, c'est Jean-Marc Narbonne que je ne connaissais pas personnellement. Et... Alors, je vais les présenter très sommairement, parce qu'en fait, les présenter sérieusement, ça prendrait vraiment trop de temps. Ce sont des gens qui sont des auteurs extrêmement prolifiques. Marc Angenot est professeur émérite à l'université McGill. Il a développé, durant sa carrière, il a publié je ne sais pas combien d'ouvrages, plus d'une trentaine, 175 articles et ouvrages, c'est ça que j'ai vu. Il a développé une théorie... Là, on ne compte plus. On ne compte plus. Il a développé une théorie du discours social, une théorie de l'argumentation, et dans le cadre d'une refondation de l'histoire des idées, enfin si j'ai bien compris, histoire de la rhétorique, histoire des idées, théorie de l'argumentation, ce sont ces champs de recherche. Hans-Jürgen Lussebrink, qui est professeur à l'université de Sarrebruck, est quelqu'un qui s'est spécialisé, disons, si je ne me trompe pas, dans la littérature française et dans l'étude des langues romanes et de la culture romane, des cultures romanes et la langue et la littérature française, mais à partir évidemment de son origine allemande. C'est quelqu'un qui connaît le Québec, qui vient souvent au Québec, qui connaît très bien la France, qui connaît en fait très bien la francophonie, devrais-je dire, qui a publié lui aussi un nombre parfaitement impressionnant d'articles. J'ai regardé, écoutez, la liste des publications fait 68 pages. Je me suis arrêté assez rapidement en me disant que de toute façon, je n'arriverai pas à mémoriser. Donc je pense qu'il ne m'en voudra pas si je dis que c'est juste un auteur très prolifique qui, par ailleurs, alors, pour ce qui est du Québec, il a publié quand même, c'est quelque chose qui m'a frappé. Il se trouve que je pense que je vous avais déjà entendu à la radio. Il a publié une de ses dernières publications concerne les almanachs au Québec. J'ai parlé à la radio. C'est ça, c'est pour ça que je l'avais entendu. Par hasard, en fait, je ne savais pas que j'allais vous rencontrer. Donc voilà. Alors, j'en dis pas plus sur vous, vous m'excuserez, mais on est là pour parler du livre de Narbonne. Mais enfin, c'est pour vous situer. Alors, là, moi, je vais lancer la discussion. Après ça, je vous reprendrai peut-être de temps en temps le fil pour essayer de vous réorienter, si jamais vous vous écartez de celui que j'ai un petit peu en tête. Mais je vais vous commencer par vous poser à vous deux, donc, je vais commencer peut-être par Marc Angenot, mais après ça, Hans-Jürgen, vous prendrez le relais. Je vais vous poser une question assez simple, puis je vais demander ensuite de ça à Jean-Marc Narbonne de la reprendre à son compte. C'est une question qui touche la signification qui, ici, dans cet ouvrage, est donnée au mot critique.
Autrement dit, Antiquité critique et modernité, c'est le titre de l'ouvrage. Il est clair que Jean-Marc Narbonne, nous avons tous les trois lu l'ouvrage, il est clair que Jean-Marc Narbonne décide de traiter de la modernité d'abord et avant tout comme une modernité culturelle, en tout cas dans l'ouvrage, c'est ça. Et alors, dans ce contexte-là, comment vous recevez et comment vous concevez ces notions de critique et d'antiquité critique? Je vais commencer d'abord, et Jean-Marc Narbonne n'a pas tenu d'écouter, mais pour dire que j'ai lu de près et avec beaucoup d'intérêt et de passion son livre, et que si j'avais le temps, entre les séances du colloque, j'aurais des centaines de questions techniques à lui poser sur les notions de Thomaston, Apitanon, Alogon, Atopon et Adumaton, mais nous ferons ça en privé pour ne pas accabler le public. Et cependant, sur critique, je crois que je repartirai de la manière dont Jean-Marc Narbonne reprend la notion de Hans Blumenberg dans la légitimité, der Neuzeit, c'est-à-dire l'idée que c'est le grand argument que Blumenberg oppose à Karl Levitt et à Eric Voegelin, c'est-à-dire le XVIIIe siècle réinvente une curiosité face au monde qui avait été en quelque sorte mise sous le boisseau par... Eh bien, justement, par quoi? Ça, c'est la question que je poserai sur son livre, parce que les hommes du XVIIIe siècle sur lesquels je travaille actuellement me paraissent des gens extrêmement bizarres, dans la mesure où ils ont une sorte de, me semble-t-il, une sorte de schizophrénie épistémologique. Ils sont, d'une part, ils sont des lecteurs assidus d'Hérodote, de Thucydide, des historiens, etc., et des historiens romains. Quand tous les discours sur quoi je travaille, les discours des gens des conventionnels, etc., sont absolument saturés de références, et des références qui écrasent totalement les références chrétiennes. Mais enfin, ils sont, malgré tout, et c'est ça la difficulté que je vois, ils sont le produit de 18 siècles du rouleau compresseur, du christianisme. Alors, comment gère-t-il ce rapport au passé? Bon, dans votre superbe livre, il est essentiellement un passé grec, mais un passé gréco-romain, et là, comment gère-t-il ce rapport au passé dans une société qui a été par ailleurs totalement imbibée de christianisme? Ça me paraît... c'est une des questions que posait Blumenberg et Karl Levitt derrière lui. Je ne vais pas faire de... C'est quoi? C'est Weltgeschichte und Heilsgeschehen, c'est-à-dire histoire du monde et eschatologie. La pensée chrétienne est dans une coupure totale cognitive, me semble-t-il, vis-à-vis de la pensée antique. Et comment les modernes du XVIIIe et XIXe siècle gèrent-ils ces deux pensées? Ça, d'une certaine manière, ça me laisse encore perplexe. Merci, Marc. Jean-Marc, peut-être pas tout de suite. Je veux ça... Gardez mon idée. Médite et réfléchis à la réponse, mais je vais d'abord demander à Antioche, je vais poser la même question au fond. Comment vous avez, dans la lecture de cet ouvrage, comment vous avez perçu, entendu, compris la notion de critique qui nous est proposée? D'accord. Je vois essentiellement deux dimensions. Cet ouvrage qui m'a beaucoup intéressé, c'était l'occasion de le relire, là, je l'avais lu une première fois, là c'était l'occasion de le relire. Cet ouvrage fait d'abord une généalogie de la notion de critique, depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, en passant par les grandes étapes que se représentent Erasme, Henri Bell, Pierre Bell plutôt, Pierre Bell, le dictionnaire historique et critique, Montaigne, la pensée du XVIIIe siècle, et
continue vers la modernité, ou la postmodernité même, jusqu'à Hannah Arendt et d'autres représentants. Donc il y a d'abord ça, il y a une histoire généalogique de la notion de critique qui implique un questionnement fondamental de toutes les certitudes, de tous les savoirs, de toutes les vérités, en quelque sorte. Deuxièmement, et ça c'est l'autre dimension de ce livre qui est moins une dimension historique et généalogique, mais plutôt une critique fondamentale, un regard critique sur la perception que nous avons aujourd'hui de l'héritage de l'Antiquité. Et cet ouvrage-là, c'est comme ça que je l'ai perçu, notamment la deuxième lecture, c'est un ouvrage qui veut réorienter notre regard sur, rafraîchir, réorienter, re-questionner aussi notre regard sur l'héritage ancien et sur les notions qui sont associées. Je voudrais peut-être mentionner deux apports qui me paraissaient importants en ce qui concerne cette deuxième dimension. C'est d'une part le questionnement à partir de l'héritage grec des fondements culturels de l'Europe. Vous l'avez déjà mentionné. C'est-à-dire, l'ouvrage affirme d'emblée qu'au-delà de l'héritage religieux judéo-chrétien, qui est souvent mis en avant quand on parle de l'héritage ou des fondements culturels de l'Europe, il y a un autre héritage qui est lié de multiples façons à cet héritage religieux, qui est un héritage sécularisé et qui est potentiellement laïque, c'est-à-dire détaché du domaine religieux. Je crois que ça c'est très bien mis en lumière, qu'il y a un double héritage de l'Antiquité, il y a un héritage judéo-chrétien, il y a un héritage sécularisé, laïque, qui met l'accent justement sur une question qui est très actuelle, la séparation de l'Église et de l'État, la notion de laïcité, la sécularisation de la société, et je crois que c'est ça qui est important de mettre ça en lumière. Il y a un héritage fondamental qui est d'actualité, qui est très important dans nos débats aujourd'hui, qui concerne la pensée de la laïcité, la sécularisation de la vie politique, qui justement fait partie de l'héritage européen occidental. Un autre aspect, il y en a d'autres, on pourrait peut-être revenir là-dessus, qui est questionné de manière critique, ce sont ces grandes notions qui font partie de ce que Jean-Marc a appelé le grand récit occidental, je crois, ou le grand récit occidental. Justement, c'est-à-dire la façon dont on raconte notre histoire de l'Occident, depuis l'Antiquité, en passant par le Moyen-Âge, la Renaissance, les Lumières, etc. Et une des affirmations intéressantes dans ce livre-là, qui est justement interrogée de manière critique, ce sont les notions de lumière et de renaissance. Lumière, normalement, pour nous, c'est l'époque des Lumières, le XVIIIe siècle, avec ses grands foyers, la France, l'Allemagne, l'Angleterre, avec ses périphéries, etc., avec ses modes de diffusion vers le monde non européen. Et d'autre part, la notion de renaissance que nous associons en général à la Renaissance italienne. Alors Jean-Marc, dans ce livre-là, il affirme qu'il faut pluraliser ces notions, que ces notions-là ne doivent plus être attachées à des époques précises, occidentales, mais devraient désigner des processus et des phénomènes pluriels et pluralisés qu'on peut observer dans de multiples époques et dans de multiples sociétés. Monsieur, je vais peut-être vous arrêter. Oui. Je me permets de vous arrêter parce que gardez un petit peu de... Oui, mais ça j'aimerais quand même le souligner parce que ça dirige, c'est d'actualité de montrer que ces notions de renaissance et de lumière ne sont pas limitées à l'Occident et à des époques précises, mais qu'ils sont situés dans d'autres sphères. Par exemple, en Afrique occidentale, au XIIIe siècle, comme l'a montré l'exposition Lumière aussi il y a quelques années, dirigée par Svetanto d'Europe, etc. Ça, c'est un des apports critiques de ce livre-là. C'est un regard critique sur des notions auxquelles nous sommes habitués, que nous n'avons pas l'habitude de questionner, et je crois que ça, c'est un apport important. Absolument. Mais on va revenir encore, c'est pour ça que je voulais lui donner la parole, mais je vais vous la redonner. D'accord. Donc Jean-Marc Narbonne.
Merci de ces remarques à tous les deux. Je commence dans l'ordre. Je reviens à la question qu'a posée Marc Angenot sur la question de la coupure. Et comment est-ce qu'au XVIIe, XVIIIe siècle, les auteurs, comment ils se font ou comment font-ils pour se rapporter, d'une part, inscrits dans la tradition religieuse qui est la leur, de se rapporter également au monde grec, que vous avez raison d'insister, ils passent leur temps à lire, que ce soit Thucydide, Hérodote, que ce soit les tragiques, etc. Pour moi, la réponse est très simple à ça. C'est que toute la tradition occidentale est une tradition de relecture de cet héritage gréco-romain. Ça a commencé dès le début. Et l'idée d'isoler le judéo-christianisme de sa source grecque est pour moi une abstraction et une utopie en quelque sorte. Le christianisme lui-même est né sur un territoire hellénisé, où la culture était grecque. Et donc, un christianisme, si vous voulez, à l'état pur en quelque sorte, n'a jamais existé. Il a toujours été matiné et mis en contact et réinterprété par les auteurs gréco-romains. Et c'est la même chose pour la tradition romaine, je veux dire, la culture romaine, quelle que soit l'évaluation qu'on en fait, était elle-même à l'école de la Grèce. Donc ce processus s'est poursuivi. Il n'y a jamais eu de coupure de ce point de vue-là, selon moi. Il est bien certain qu'il y a eu la rencontre de deux traditions culturelles largement différentes à certains égards, mais cette rencontre, de certains points de vue, je pourrais dire, le christianisme, c'est comme pour Obélix, il est tombé dedans étant petit. Hein. Il est tombé dans l'hellénisme étant petit. Oui. Okay? Et il a bu à grande tasse. Oui. Donc, et ça, d'entrée de jeu, ça a modifié son histoire, selon moi. Et puis, bien sûr, avec des variations selon les siècles, selon les auteurs, etc. Ça va de soi. Il y en avait, certains auteurs étaient grécophiles, amoureux des Grecs, d'autres résistaient davantage, mais même quand ils résistaient, ils étaient obligés de discuter les textes grecs. Et ça, on voit ça dès les premiers siècles du christianisme, le fait que les pères grecs ont devant eux les traités de Philon d'Alexandrie, les traités de Platon, d'Aristote, etc., puis ils sont obligés d'ouvrir leur propre message à la culture grecque, de le réinterpréter, etc. Je pourrais donner un seul exemple, mais il y en a des milliers. Mais un exemple qui est extrêmement probant, c'est quand on pense à l'héritage extrêmement important de Pseudo-Denis, par exemple. Pseudo-Denis, avec sa hiérarchie ecclésiastique, etc., c'est un texte qui a eu énormément d'influence dans l'histoire du christianisme elle-même. Or, on sait très bien aujourd'hui, grâce aux études depuis une quarantaine d'années, que Pseudo-Denis est un calque du système de Proclus. Okay? Donc, il semble qu'il a été un auditeur direct ou indirect, mais c'est le même système. C'est la même terminologie, etc. Je pourrais donner d'autres exemples. Par exemple, la question de, je ne sais pas, moi, je vais parler du christianisme toute la journée, mais disons, je prenais l'exemple de la création ex nihilo, qui est un concept qui va se développer peu à peu dans le christianisme. Quand on regarde de près, on voit que son vocabulaire est néoplatonicien. C'est les fluxios, c'est le réen grec, etc. La création ex nihilo, sinon, c'est une tarte à la crème. Donc, cette réinterprétation n'a pas cessé. Okay. Et puis ensuite, elle s'est poursuivie de siècle en siècle. Si on pense au Moyen-Âge à la réintroduction de la tradition aristotélicienne grâce aux Arabes, c'est extrêmement important. La figure du philosophe distinct de l'homme d'église, si on veut, est un héritage aristotélicien via les Arabes. Et la concurrence, Alain de Libera a bien montré ça. Donc, il y a toute une série de renaissances en ce sens-là, et je ne peux pas isoler les deux. Quand on arrive au XVIIIe siècle, il y a quelque chose de nouveau quand même qui apparaît. C'est vrai, une certaine coupure. Et qu'est-ce qu'on remarque, c'est que les auteurs du XVIIIe, les partisans des Lumières, à partir de Pierre Bell et au-delà, souvent l'Antiquité grecque, que ce soit Épicure, le stoïcisme, le scepticisme, etc., est
un tremplin pour eux, une occasion de prendre leur distance par rapport à leur tradition plus immédiate judéo-chrétienne. Et au fond, le réservoir d'altérité dans leur culture, ils vont le chercher chez les Grecs. Où est-ce qu'ils peuvent aller le chercher sinon? D'une part, la tradition égyptienne, c'est quelque chose de beaucoup trop éloigné pour eux, ils ne connaissent pas vraiment, etc. Même s'il peut y avoir des influences, c'est vraiment le réservoir d'altérité qui a permis de repenser les choses, vient de là. Mais ça, vous le savez, je sais bien que vous êtes bien au courant de ça. Oui. Alors, Alors, non, je ne vais pas vous répondre parce que à chacune de vos réponses, j'ai 10 questions de plus. Oui, et ben Mais, voilà. mais quand même, allez, Non, un petit peu, non, pas de réaction tout de suite là-dessus? Pas de réaction tout de suite. Tout à l'heure, on parlera de, par exemple, beaucoup de penseurs que vous citez et tous autres cherchent une coupure. Oui. Il y aurait une coupure quelque part. Oui. Pour Carl Lewitz, c'est la cité de Dieu de Saint-Augustin qui fait coupure. Oui. Pour d'autres, ce sera Joachim Flore ou ce sera Condorcet, etc. Mais enfin, ils cherchent une coupure. Oui. Vous n'en cherchez pas. D'une certaine manière, mais cependant, il est arrivé malheur à la culture grecque. Si je prends Diogène Laërce, les 9/10 des textes qu'il cite et qu'il avait encore auxquels il avait accès ont disparu dans les palimpsestes du Moyen-Âge. Donc la culture grecque que les gens de Montaigne aux Lumières ont connue est une culture extrêmement appauvrie par rapport à ce qu'elle avait fait. Absolument. Oui. C'est ça, c'est que leur tradition chrétienne ou juive, etc., Oui. les amène à aller chercher chez les Grecs Oui. certaines choses et pas d'autres. Oui. Oui. Et là, de certain point de vue, il y a un appauvrissement du regard, Oui. même s'il leur arrivait quand même de lire autre chose et tout ça. Et c'est ça qui va changer. Parce que, vous savez, deux choses par rapport à ça. Pierre Bell, que tu citais tout à l'heure, Pierre Bell dit, vous savez, c'est quoi sa définition de la modernité à Pierre Bell? Pierre Bell dit, la modernité commence avec la redécouverte de Sextus Empiricus. Oui. Vous vous rendez compte? Oui, oui. C'est quelque chose qu'on dit. Oui. C'est pas moi qui le dis, c'est lui qui le dit. Non. Okay? Le fait d'avoir redécouvert Sextus et de reposer la question du savoir à partir d'une perspective sceptique a tout changé. Et il y a un auteur allemand qui s'appelle Arbogast Schmidt, que tu connais, je crois. Arbogast Schmidt, lui, il a cette idée que, au fond, les différentes renaissances dans la tradition occidentale correspondent à différents réinvestissements de la culture grecque. Et pour lui, par exemple, les Lumières en tant que telles sont l'émergence, alors qu'auparavant c'était le platonisme et l'aristotélisme qui dominaient, c'est l'émergence du scepticisme, du stoïcisme et de l'épicurisme qui ont changé la donne. Et si c'est le cas, on a encore une fois une idée du rôle de ferment que peuvent jouer les spéculations grecques et qu'elles ont joué. C'est un peu ça. Mais en disant ça, Monsieur Angenot, je ne nie pas qu'il y ait des coupures. Je ne nie pas qu'il y ait des segments et des réorientations. Ce serait trop simplificateur de dire qu'il n'y a pas eu quand même des redémarrages importants et une forme de coupure. Mais malgré les coupures, moi je pense que le filon grec demeure. Alors, pour reprendre la première question, celle que j'ai introduite, mais peut-être la reprendre de manière un tout petit peu différente pour essayer d'être un peu plus précis. Dans les 2 prochaines journées, on va parler de démocratie, on va parler de liberté politique, démocratie. Ce soir, on parle plutôt de la critique dans son sens, c'est un concept plus large. Le concept de critique est un concept plus large que le concept de liberté. Le concept de critique renvoie à quelque chose d'après Jean-Marc Narbonne, renvoie à quelque chose qui est une dimension unique dans l'histoire des civilisations. C'est-à-dire, en fait, la thèse qui est à la fois une thèse simple et forte, consiste à dire la dimension critique dans une civilisation, je ne parle pas d'une culture propre à une société donnée, mais je parle d'une civilisation. La dimension critique de la civilisation occidentale, elle est présente chez les Grecs, elle nous vient des Grecs, et cette dimension est parfaitement originale dans l'histoire des idées et l'histoire des cultures. Ça, c'est la thèse. Oui, c'est le miracle de Renan. On est dans la reprise de la question du miracle grec, de Renan, ou bien on est, pour le dire d'une autre manière, je vais le dire d'une autre manière.
même si ce n'est pas de ça dont je voudrais que vous parliez. Dans son très beau livre sur la sociologie de l'esclavage, Orlando Patterson, professeur à Harvard, grand spécialiste de l'histoire de l'esclavage, dit à un moment donné que dans toutes les langues non indo-européennes, avant que ces langues n'aient eu un quelconque contact avec les langues indo-européennes, le mot ou l'équivalent du mot qui existait aussi bien en grec qu'en latin pour dire liberté, dans sa généralité, n'existait pas. C'est quelque chose d'assez fort. C'est une affirmation que vous trouvez tout à fait au début de l'ouvrage et qui est une affirmation très forte. Voilà. Je reviens à la dimension de la critique, donc c'est la même. Pour moi, la notion de critique est une notion encore plus large que la notion de liberté, même si la notion de liberté est une notion très générale, plus large que la notion de démocratie. Et donc ce soir, j'aimerais qu'on revienne encore une fois sur cette question critique. Qu'est-ce qui fait la spécificité maintenant de la pensée de la critique chez les Grecs? Là, je vais poser la question à vous trois, en fait. Est-ce qu'il y a une spécificité grecque de la notion de critique? La notion de critique vient de kritikos, de crisis. Est-ce qu'il y a une spécificité? Est-ce qu'elle a la même signification qu'elle va avoir, par exemple, chez Pierre Bayle ou chez Kant? Quelle est la spécificité de la signification critique chez les Grecs? La question s'adresse à vous trois. Si vous voulez commenter. Bon, c'est quand même... qui veut commencer? Hans-Jürgen. Hans-Jürgen. Plutôt Jean-Marc, je crois, pour ce... Là, je sais que la question devient plus difficile, hein, elle est un petit peu plus aiguë, là, la question que je vous pose. C'est une question un peu difficile. Et on a discuté un peu hier au téléphone quelques minutes. Je t'ai juste dit que j'allais la poser. Oui, c'est ça. mais du coup, j'ai réfléchi à ça. C'est pas la première fois que j'y réfléchis. C'est une question extrêmement difficile parce que c'est une colle qu'on pourrait m'opposer. On pourrait me dire, Jean-Marc Narbonne, où est le terme critique dans ces textes? Okay. Est-ce que le mot, admettons que la chose est là, est-ce que le mot s'y trouve? Okay. Et puis on peut dire, si le mot ne s'y trouve pas, la chose peut-elle s'y trouver, ou est-ce qu'on ne doit pas l'interpréter de diverses manières? Bon, c'est un vrai challenge, cette affaire-là. Okay. Et j'essaie de penser à deux, trois réponses par rapport à ça. La plupart des historiens de l'histoire de la philosophie grecque ou de la culture grecque, et notamment ceux qui ont travaillé sur l'histoire de la science grecque. Okay. Georges Lloyd, par exemple. Oui, puis il y en a plein d'autres. C'est un héritier de Popper et d'autres. Déjà, les grands historiens allemands comme Edward Zeller, par exemple, etc. Déjà utilisent ce terme. Hein. Il parle de l'esprit critique grec, c'est pas moi qui l'invente, etc. Sans jamais soulever la question de quel est le substrat auquel il se réfère dans les textes vers lesquels il se tourne, etc. Donc, il y a une vieille tradition de dire que la culture grecque est critique. Pourquoi est-ce qu'elle est critique? Parce qu'elle a remis en question la mythologie traditionnelle. Elle a remis en question les lois traditionnelles qu'elle a questionnées. Elle a remis en question l'opposition entre physis et nomos. Hein. L'opposition entre nature et loi traverse toute l'histoire antique. Et il y a des écoles philosophiques qui se disputent à travers ça. Donc rien que ça, c'est aussi le fait que... alors, Popper, par exemple, dans son livre, dans plusieurs de ses livres, note le fait suivant, c'est qu'au fond, on peut renvoyer la tradition critique à la tradition sceptique. Moi, je me souviens, à l'époque de mes études, vous savez, j'avais lu déjà, quand j'étais jeune, les sceptiques grecs de Victor Brochard. Et Brochard disait, il y a du scepticisme en toute philosophie. Et ce qui est vrai. Okay. Et donc, et le scepticisme grec, c'est skepsomai en grec, c'est rechercher, hein, c'est pas simplement être douteux. La skepsis, c'est l'examen. Donc, si toute tradition philosophique est sceptique, ça veut dire que toute tradition philosophique procède à un examen des données. Examen des données sensibles, examen des données spirituelles, intellectuelles, examen des lois, examen de la tradition, etc. Quand Platon, dans la République, critique la façon dont Homère parle des dieux,
il soumet à l'examen la tradition des Grecs en disant on ne peut plus parler comme ça, etc. Vous vous rendez compte de l'audace de dire ça. Allez donc dire, je ne sais pas moi, à Jésus ou à Saint Paul, c'est pas comme ça qu'il faut parler du Dieu. Il va dire, je regrette, mais c'est pas discutable. Comprenez-vous ce que je veux dire? Il y a là quelque chose d'exceptionnel. Comment est-ce que les Grecs ont pu, en marge de la tradition civile qui était la leur, proposer sans conception du divin, sans que les gardes soient là pour les enlever tous les matins. Hein. Je veux dire, Épicure a pu dire tout ce qu'il voulait. Il y a eu des cas d'exception, mais qui sont politiques en fait. Mais donc ça, c'est un fait. C'est ça l'esprit critique au fond. C'est le fait de dire, quand Protagoras dit pour la première fois, quant à savoir s'il y a des dieux ou pas, je ne le sais pas. Première déclaration agnostique que nous connaissions. Ah ben, trouvez-moi ça en Égypte, trouvez-moi ça en Babylonie, et puis je serai bien heureux. Ou pas, peu importe, mais en tout cas, je le vois pas. Okay? Donc, au fond, on peut faire de la prose sans s'en apercevoir. Okay? Et donc, il y a différents modèles. Alors, on pourrait parler d'une tradition sceptico-critique. Hein? On peut parler d'un éthos sceptico-critique, je le mentionne à un certain moment dans le livre. Et puis il y aurait une recherche à faire, véritable, je crois, sur les mots par lesquels cette pratique critique s'exerce. Okay? Par exemple, la tradition heuristique, qui consiste à questionner. Ah ben, questionner, c'est quelque chose. Il y a, par exemple, la tradition sceptique proprement dite, de l'époquer, la suspension du jugement. Bon, mais suspendre son jugement, c'est une attitude critique. L'attitude critique, c'est pouvoir dire non, hein, ou pouvoir dire plus tard, ou pouvoir dire autrement. J'aime beaucoup tes réponses. Je vais demander à nos deux invités de continuer. Marc Angenot, l'argumentation chez les Grecs. Vous avez réfléchi, vous me dites. Oui, c'est impossible que vous n'ayez pas réfléchi à ça. Je n'ai pensé qu'à ça, puisque l'argumentation chez les Grecs, passé Platon qui manipule Socrate pour s'opposer aux sophistes, ce qui n'est pas gentil, mais le grand théoricien de l'argumentation, c'est Aristote, et il n'a pas pris une ride. Donc c'est évident que si je lis aujourd'hui la topique ou les analytiques, j'ai quelque chose qui est d'usage immédiat, ce qui est rare. On n'en dirait pas tant de sa cosmologie ou de la science naturelle. Mais en tout cas, voilà, donc l'argumentation, bon, parce que il y a quelque chose, soyons un peu héristiques et polémiques, il y a quelque chose chez vous qui est au fond très grec. Vous avez une sorte de pensée cyclique. C'est-à-dire, vous voyez l'évolution de l'histoire des idées, non pas comme un vecteur eschatologique aboutissant soit à la modernité, etc., mais comme un cycle où ça avance, ça recule, etc., puis ça reprend à un certain moment, et dans une sorte d'éternel retour. Éternel retour, je ne sais pas. Mon idée, moi, c'est vraiment la ferme Birkum et la forte Birkum. Oui. Oui, j'ai vu. Cette pulsion questionnante qui avance. Oui. Okay. Se refermera-t-elle dans un cycle, dans un cercle? J'en sais rien. Mais cette pulsion questionnante, qui, me semble-t-il, nous vient des Grecs, a été transmise aux Romains, a contaminé les chrétiens qui l'ont reprise à leur manière, puis elle a réémergé ensuite de manière plus autonome. Cette pulsion-là, me paraît-il, est encore en route. Okay? Où s'arrêtera-t-elle? Je n'en sais rien. Sur quoi débouchera-t-elle? Je ne le sais pas. Mais il me semble que ça, c'est nous. Cette pulsion questionnante qui amène un bouleversement régulier des choses. J'aime beaucoup ça. Oui, je crois que Jean-Marc a déjà dit l'essentiel sur la signification de cette pulsion critique qui est caractéristique pour la pensée des anciens. Je voudrais enchaîner avec 3 questions qui m'ont été soulevées par la lecture aussi de ce livre et qui sont liées justement à la naissance, à l'émergence de l'esprit critique. D'une part, la question: quelles sont les relations entre la pensée philosophique
où tu affirmes, page 54, pourquoi historiquement la philosophie n'est pas apparue au sein de toutes les cultures, Oui. mais à l'intérieur de quelques-unes seulement, et avant tout en Grèce et en Inde. C'est ce que tu écris, page 54. On pourrait questionner cela, ça dépend de ce qu'on entend par philosophie, parce qu'il y a quand même des livres sur la philosophie bantoue, par exemple, qui n'ont aucun lien avec l'héritage grec, etc. Il y a des livres sur la philosophie chinoise, qui n'ont pas non plus de lien avec la philosophie grecque, etc. Mais on peut se poser la question, et j'aimerais te la poser, quels sont les liens pour toi entre la pensée philosophique, qu'on peut définir de diverses manières, et la pulsion critique? Est-ce que pour toi, la philosophie est indissociablement liée à une pensée critique, ou peut-il y avoir une philosophie qui n'a pas de pulsion critique? Ça, c'est une première question. Et l'autre question, c'est l'absence dans le livre de la notion de l'intellectuel. Moi, je m'étais attendu à ce que tu parles de l'intellectuel. Tu utilises l'adjectif intellectuel, mais pas le terme intellectuel. Et moi, j'avais toujours pensé, aussi comme lecteur de Foucault, que l'intellectuel est caractérisé au plus tard au XVIIIe siècle, mais en te lisant, on pourrait dire qu'il y a une généalogie de la figure de l'intellectuel qu'on peut faire remonter, comme certains philosophes des Lumières l'ont fait d'ailleurs, jusqu'aux figures de l'Antiquité, jusqu'à Platon par exemple, jusqu'à Sénèque. Diderot, dans son ouvrage sur Sénèque, fait remonter justement sa propre généalogie, l'image de l'intellectuel et le rôle de l'intellectuel à Sénèque. Alors, pourquoi il y a cette absence de la notion d'intellectuel dans ta pensée et dans cet ouvrage? Oui. Je ne sais pas pourquoi elle n'est pas là. J'aurais pu en parler, effectivement, j'aurais dû en parler peut-être, j'aurais pu en parler, c'est certain. La figure de l'intellectuel, on peut la faire remonter jusqu'à Démocrite. Quand Démocrite dit « je préférais avoir une seule certitude plutôt que le royaume de Perse ». Une seule certitude scientifique plutôt que n'importe quoi. Ça, c'est de l'amour, de la sagesse et de l'intérêt, etc. La figure de l'intellectuel, on est bien sûr chez les Grecs, l'académie, le lycée, le jardin, etc., sont des communautés d'intellectuels relativement en marge ou un peu à l'écart de la cité, qui résonnent. C'est plutôt des savants, des érudits. Je parle de la signification moderne et plus étroite de l'intellectuel. Quelqu'un qui exerce une fonction critique et qui en même temps... Dans la cité? Oui, dans la cité. Socrate. Socrate, oui, par exemple. Socrate, ou les cyniques. Socrate ou les cyniques, qui provoquent l'espace public, dans l'espace public, etc. Donc, il y a ça. Mais je reviens sur ton autre question qui est une question difficile concernant l'opposition entre est-ce qu'une philosophie non critique peut exister, etc. Moi, à ce moment-là, je parlerais peut-être, c'est mon influence lointaine heideggerienne, je ne sais pas, mais je parlerais peut-être d'une sagesse. Il y a des sagesses dans d'autres cultures où une certaine réflexion sur le mode de vie, la façon de se comporter, sur les vertus, etc. Est-ce que ça entre dans un discours critique? Et donc, de ce point de vue-là philosophique, on peut se poser la question. La comparaison que j'ai faite avec l'Inde, même si je connais mal cette tradition, c'est qu'on rapporte qu'effectivement, il y a une tradition dialectique indienne importante, et donc une certaine culture de l'agone, donc de l'opposition et de la rivalité des points de vue, etc., qui dans cette perspective, se rapprocherait un peu de la culture grecque. Sauf qu'il y a un point très important à ce sujet-là, que Karl Jaspers avait relevé, c'est le fait que dans les autres cultures où on verrait quelque chose d'apparenté, de proche à certains égards de cette tradition hellène, même la réflexion n'a jamais donné lieu à ces transformations politiques concrètes qu'on voit en Grèce. Admettons, si on peut trouver dans d'autres traditions une discussion sur la nature du pouvoir, par exemple, etc., est-ce que la chose s'est traduite dans une réforme des institutions? C'est ça la question. Dans une réflexion politique.
On n'a pas parlé de la réflexion politique encore, mais c'est un pan extrêmement important de la tradition grecque, chez Platon, chez Zénon et chez Aristote, bien évidemment. Donc, cette effectivité politique qui a tant intéressé Arendt que tu mentionnais, est-ce qu'on la trouve ailleurs? C'est pour ça que, tu sais, l'autre jour, quand on a eu la question concernant le tournant axial, tu sais, Jaspers fait cette comparaison entre le tournant axial, vers le 7e, 6e, 5e siècle, sur Confucius en Chine, etc. Mais dans toutes ces cultures-là, il n'y a pas eu les transformations politiques que dans en Grèce. Et ça, c'est quand même pas rien. Et ça, c'est lié à la fonction de l'intellectuel. Critique. Oui, Tout à fait. Oui, tout à fait. Absolument. Hein? Il y a une condition à la critique qui vient de la géopolitique, c'est la démocratie. Oui, bien sûr. Ça, on peut Ah oui, prendre les bien choses sûr. à Sans l'inverse. démocratie, pas de critique. Absolument. Absolument. C'est ça la condition sine qua non. Tout à fait. Et ça, c'est les historiens Ils le disent. allemands, français, depuis le 17e le disent, mais c'en est même, on n'a aucune originalité à le répéter. Alors c'est déjà là, il le dit, tous les historiens que j'ai consultés, depuis Brücker en Allemagne, le premier historien moderne, déjà il le dit. Okay? Qu'est-ce qui définit la tradition philosophique grecque? C'est le fait qu'elle a retiré, au fond, le pouvoir aux mains des prêtres et qu'elle s'est donné elle-même la tâche d'interpréter. Okay? Et ça, c'est ce qui nous renvoie au miracle de Renan, que vous aviez mentionné. Et moi, je crois que c'est un des points de comparaison très importants entre l'Aufklärung grec et l'Aufklärung. C'est que quand les philosophes grecs se sont mis à philosopher, ils n'avaient pas devant eux un corps sacerdotal organisé s'opposant à eux. Non. La religion grecque était déjà interprétative et déjà souple. Le polythéisme grec est déjà lui-même souple et déjà présente des points de vue différents sur les dieux. Ils ont juste poursuivi. Je suis d'accord. Non, ça me paraît être important. Je redonne peut-être la parole à Marc. Oui, je crois qu'au bout d'un débat, il faut essayer, si on veut jouer le jeu, de vous provoquer un peu. Mais on nous représente l'Aufklärung, ce qui se nomme de ce nom au XVIIIe siècle, comme étant évidemment un travail de résistance active contre l'obscurantisme de l'Église. Or, vous venez de le dire, la situation des Grecs, en fait des Athéniens, est totalement différente. Ils ne se trouvent pas devant un clergé totalitaire. Autrement dit, rien de ce qui fait que Voltaire, les encyclopédistes, etc., jusqu'à Rousseau, vont devoir se battre contre quelque chose et conquérir une liberté critique contre un dogmatisme dominant. Les Grecs, en quelque sorte, n'ont jamais rencontré ce problème. Presque pas. Presque pas, oui. Presque pas. Dire pas du tout, ce serait exagéré. Je dirais presque pas. Parce que la religion grecque, les religions grecques et les aspects de la religion grecque, parce que c'est très compliqué, mais disons qu'une bonne part de la religion grecque relève de l'orthopraxie. Oui. C'est-à-dire que si tu fais les cultes, si tu pratiques les cultes de la cité qui sont protecteurs de la cité, ce que tu penses, on s'en fiche. Il n'y a pas de demande de conviction. Il n'y a pas de dire, est-ce que tu crois en Zeus, est-ce que tu crois en Dionysos ou pas. C'est complètement à part. Okay? D'où la licence. Donc, quand on regarde comment Aristophane peut parler des dieux avec d'une manière tellement cinglante, on se dit, mais c'est incroyable. Je veux dire, vraiment, on pouvait quasiment tout dire. On ne pouvait pas tout dire, des choses qu'on ne pouvait pas faire. Il y a certains rites secrets qu'on n'avait pas le droit de révéler. Hein, c'est l'histoire, par exemple, de la mutilation des Hermès par Alcibiade. Okay? Mais, donc, il y avait quand même... Bon, si tu allais saccager un hôtel public à Athènes ou dans une autre ville, ça n'allait pas. Okay? Et même, peut-être, si tu permets, alors là, juste un mot, hein, je me permets une petite intrusion dans la discussion. J'ai nommé Georges Lloyd. Georges Lloyd nous explique quelque chose d'assez fondamental pour ce qui est de l'apparition de la science grecque. Il attribue une grande importance à la position de la médecine grecque. Et comme historien de la science, c'est assez intéressant parce que la médecine en elle-même n'est pas une science, c'est une pratique.
Mais quand George Lloyd nous parle de la naissance de la médecine hippocratique, il insiste beaucoup sur la contestation de la médecine des temples. Par conséquent, il existait en Grèce une tradition qui voulait que quand on était malade, on allait voir le prêtre et on lui disait « qu'est-ce que je fais ?» Et le prêtre disait « là, tu vas me donner un petit peu d'argent, puis je vais faire le sacrifice à la déesse pour toi. » Et c'est cette pratique-là, George Lloyd nous dit, c'est la contestation de cette croyance-là. Et donc la médecine grecque est un vecteur d'esprit critique à l'intérieur de la science grecque, parce que la première chose qu'elle conteste, c'est la croyance en la médecine des temples. Donc la médecine des temples, c'était quelque chose de très important. Bien sûr, bien sûr. Voilà, bon, c'est pour dire l'esprit critique. Oui, c'est ça. Il ne faut pas croire que la tradition grecque était totalement ouverte, qu'on pouvait faire ce qu'on voulait, puis qu'il n'y avait aucun. Non, ça serait très exagéré. Mais il y avait quand même un cadre beaucoup plus souple à la base, parce que Homère n'est qu'un interprète des mythes. D'autres poètes les interprètent différemment, chaque rhapsode les réinterprète, il n'y a pas de texte sacré en tant que tel. Et c'est ça la grande différence. Sauf dans la tradition des Orphica, la tradition orphique qui est plus rigide, ou dans l'école pythagoricienne qui est beaucoup plus rigide, de son point de vue qui n'est pas grec. C'est quand on la compare aux autres. Mais sinon, non. Quoique les bacchantes d'Euripide montrent qu'il y a certains cultes orientaux qui ne passent pas très bien à Athènes. Non, et qu'on peut avoir du mal à intégrer. Oui. D'ailleurs, le mythe de Dionysos et les bacchantes sont liés, c'est un mythe étranger. Hein, oui, c'est étranger. Absolument. Mais il y avait une procédure en Grèce pour introduire de nouveaux dieux. Okay. Et les dieux, souvent quand on conquérait un nouveau territoire, une nouvelle cité, etc., on adoptait ces dieux pour faire copain-copain. Donc il n'y avait pas cette idée assez forte de position entre l'hérésie, l'orthodoxie, etc., qui est liée à la question du Dieu unique quand même. Ils n'ont pas ça. Qui est liée à la question du Dieu unique, ou par exemple, quand tout à l'heure tu parlais de la philosophie indienne, c'est quelque chose quand même qui est noté par les sociologues, je pense ici à Weber et par un certain nombre d'auteurs, y compris d'ailleurs Jaspers. En Inde, la naissance par exemple du bouddhisme, elle est liée à une contestation du régime de caste. Et la philosophie, puisqu'elle a fait son apparition en Inde au VIe siècle, on va dire, la philosophie qui va se poursuivre dans le mouvement du bouddhisme, c'est une contestation du monopole de la caste des brahmanes, c'est de la domination des brahmanes sur les autres castes de la société. Et tout à l'heure, tu parlais de cet axe du VIe siècle. Les sociologues disent que pour ce qui est de la Chine, c'est la même chose. La naissance de la philosophie chinoise avec Confucius, c'est la dégradation de l'idéologie de la bureaucratie, d'experts en magie de toutes sortes qui peuvent dominer à l'époque. Puis tout d'un coup, c'est quand cette tradition-là se délite qu'apparaît la philosophie de Confucius. Mais revenons au grec, revenons à la question donc, de l'esprit critique. Alors maintenant, j'en arrive à l'autre aspect peut-être de l'ouvrage, la question de la modernité. Qu'est-ce que c'est à ce moment-là, pour reprendre un petit peu une intuition de Marc Angenot, une question de Marc Angenot, mais peut-être je vais lui demander de la préciser. Si effectivement on fait une histoire où il y a peu de rupture, comment on introduit le concept de modernité? Ça, c'est pas moi. Qu'est-ce que ça serait la modernité à ce moment-là? On peut en donner un exemple. Très simple, que tout le monde connaît. La séparation de l'Église et de l'État. Il n'est pas grec. Il n'est pas grec. Il n'y a pas de... ou même la notion de tolérance qui va avec la naissance du concept de tolérance, qui est propre à la modernité, et qui dit que, suite à la réforme, puis différentes choses, qui fait qu'il y a un espace laïque, public, etc., qui est dissocié de l'espace sacré, au fond. Cette dissociation qui est le fait de la modernité et qui accompagne le mouvement démocratique. Les deux sont liés, hein. Les deux choses sont liées. N'est pas grec, comme okay. Donc c'est un acquis nouveau. Ça, c'est une rupture extrêmement importante. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas quelque chose de cet ordre-là chez les Grecs, mais ça se présentait différemment. Mais pas comme ça. Okay. Deuxième exemple qu'on pourrait prendre, c'est la question des droits de l'homme. Bien évidemment, il n'y a pas de droits de l'homme chez les Grecs encore. Il y a des droits athéniens, il y a des droits des citoyens. La personne peut être protégée via sa citoyenneté en tant qu'elle est citoyen, mais pas en tant qu'homme. Et ça, c'est quand même un gain extrêmement important.
Je veux dire, je ne reviendrai pas aux droits du citoyen athénien, même si c'était mieux que rien, je préfère les droits de l'homme. C'est un gain, ce processus d'universalisation du droit de l'homme, qui s'étend donc aux femmes et à tous les êtres humains en tant qu'humains, Oui. n'est pas grec. C'est seulement, je dirais, à partir de, bon, chez Épictète, où tu as une idée d'universalisation, tu sais, quand Épictète dit l'homme est une chose sacrée pour l'homme, par exemple. Tu as déjà cette idée qui commence à naître plus tardivement. Mais sinon, c'était lié à la citoyenneté, c'est quand même une rupture importante. Donc, il y en a quand même. Oui, je pourrais peut-être enchaîner là-dessus, la question de la modernité. Je crois que tu montres quand même très bien dans ton livre dans quelle mesure il y a d'une part une longue continuité de relecture, de réappropriation de la tradition gréco-romaine et grecque depuis l'Antiquité, à travers le Moyen-Âge, mais qu'il y a différentes antiquités qui sont, ou différents canons qui sont lus de manière différente aussi. Alors, en ce qui concerne la rupture de la modernité, tu insistes beaucoup sur la réforme, sur la pluralité des religions, sur l'impact de la réforme, sur la relecture de l'Antiquité. Oui. Tu aurais peut-être pu parler également, c'est une question, pourquoi tu n'en parles pas, de la pluralité des mondes et des civilisations qui est introduite également à la Renaissance avec la découverte des nouveaux mondes. Oui. Quand on lit quelqu'un comme Lafitau, par exemple, qui perçoit justement les nouveaux mondes à travers une relecture des anciens également. Et puis tu ne parles pas du tout, et ça c'est une autre question que j'aurais, de l'invention de l'imprimerie, c'est-à-dire de la révolution médiatique du XVe siècle. Dans quelle mesure cette révolution médiatique n'a-t-elle pas une influence aussi sur une réinvention de l'Antiquité? Là, tu n'en parles pas du tout, mais ça me semble quand même une question importante, d'autant plus que jusque-là, les philosophes dont on parle, on a surtout parlé d'idées, on n'a pas parlé de supports, parce que les supports, c'était jusque-là des manuscrits. À partir de la fin du XVe siècle, ce sont des livres reproductibles, imprimés, qui permettent d'autres formes de diffusion et d'autres formes de lecture également. Et pour enchaîner là-dessus, on pourrait se demander dans quelle mesure la nouvelle révolution médiatique, celle de l'Internet, actuellement, a peut-être eu une nouvelle influence et une autre influence sur une autre appropriation de l'Antiquité, de la philosophie ancienne. Là, évidemment, je fais référence à l'ouvrage de Marshall McLuhan, The Gutenberg Galaxy, qui dit justement qu'on ne peut pas séparer les idées, le message et le média. Toi, tu n'en parles pas du tout dans ton livre. C'est un peu provocateur comme question aussi. Évidemment, on ne peut pas parler de tout, mais quand on parlait tout à l'heure, on a posé la question de la rupture. Ce sont des ruptures médiatiques. Et la rupture de la Renaissance est aussi une rupture médiatique. Tu connais certainement le livre de Elizabeth Eisenstein, The Printing Press as an Agent of Change, tout un chapitre aussi sur la diffusion, la nouvelle diffusion parmi d'autres publics qui lisent les textes différemment de l'héritage ancien, de la philosophie ancienne. Un exemple pour cela, ça m'est venu cet après-midi en relisant ton chapitre sur Lucien ici, c'est la relecture de Lucien justement par ce meunier du XVIe siècle que Carlo Ginzburg a analysé dans son livre Le fromage et les vers. Et lui, il a eu accès à ça dans son petit village là, de Frioul, à Lucien, à cause de l'imprimerie, sinon il n'aurait jamais eu accès à ce type de livre. Et ce type de lecture, justement, de l'imprimé, c'est un autre type de lecture également, parce que le manuscrit, en général, était accompagné d'un discours herméneutique par les clercs, tandis que, pour prendre cet exemple, analysé par Carlo Ginzburg, qui analyse pour ceux qui ne connaissent pas ce livre, s'appelle Le fromage et les vers de Carlo Ginzburg. C'est un grand classique de l'historiographie culturelle moderne. Et dans ce livre-là, Ginzburg analyse le cas d'un meunier de la fin du XVIe siècle, accusé par l'Inquisition, qui raconte dans son village des choses hérétiques. Et devant le tribunal, il est questionné sur la provenance de ses idées. Et une de ces provenances, c'est Lucien,
justement. Sa lecture de Lucien qui le fait douter des anges, du Saint-Esprit, c'est-à-dire il commence à développer une vision matérialiste du monde grâce à sa lecture privée et non dirigée de Lucien. Donc là, c'est incroyable, ça. Oui, c'est un C'est autre. une merveille. Oui, Ouais, voilà, c'est pas pour lui, quoi. c'est pas pour lui parce qu'elle a été condamnée, je pense. Mais ça montre quand même l'impact de la révolution médiatique, là. Dont tu ne parles pas tellement, ou pas du tout même. Non, mais c'est très important. Et juste une petite remarque quand même, mais vous allez me corriger, hein. Là, c'est juste une remarque, mais avant que je remarque. Il y a un cas particulier quand même pour l'Allemagne, une situation très particulière au XVe siècle, parce que la moitié des hommes et des femmes qui savent lire en Europe vivent en Allemagne. Le reste de l'Europe, la question de la capacité de la réforme, de la transformation médiatique, comme vous dites, elle est limitée, parce que pour que l'imprimerie ait cet impact, il faut cette nation qui est tout à fait étrange, qui s'appelle les États de culture allemande à la fin du XVe siècle. C'est pas vrai de l'Espagne ou de la France. L'imprimerie en France n'a pas du tout, disons, elle a un certain effet, mais pas le même. Mais là, Jean-Marc. Alors sur le Nouveau Monde, oui bien sûr. Moi ce que j'ai voulu mettre de l'avant, c'est le mouvement ouvrant qu'ouvre la tradition grecque. Ce mouvement ouvrant mène à d'autres ouvertures et à d'autres innovations. Et donc le Nouveau Monde, bien sûr, et l'espèce de regard ethnologique qui peut se développer, etc., c'est très important, va modifier les choses, puisque l'appréciation des cultures différentes est une école du relativisme, comme on disait déjà. Et ça, on trouve déjà ça un peu chez Hérodote. Quand on lit l'Historia d'Hérodote, et qu'il parle des Égyptiens et des Babyloniens, etc., c'est remarquable. On a l'impression de lire Lévi-Strauss. Je veux dire, c'est le premier ethnologue. C'est fascinant. Il y a très très peu de regards dépréciateurs. Quand on parle des cultures, il est même pas sûr que les Grecs soient mieux, etc. Ça c'est très remarquable, cette ouverture déjà d'esprit qu'il y a à ce moment-là. Concernant l'Internet, c'est-à-dire la vitesse, moi je crois que les Grecs ont inventé la vitesse et qu'ils ont inventé la nouveauté. Je veux dire par là, ils ont inventé, mais Nietzsche déjà le disait, les Grecs ont inventé la nouveauté parce qu'ils ont inventé le goût du nouveau, la kainotès, le fait que la kainotès soit bonne parce qu'elle est neuve, en tant qu'elle est neuve, la curiosité et la kainotès, c'est la nouveauté. Et ça, c'est quand même très frappant. On trouve ça chez Thucydide, dans la guerre du Péloponnèse, etc. La rapidité d'exécution des Grecs. J'ai trouvé une phrase dans Thucydide qui est extraordinaire. Je n'en parle pas ici, je crois, ou très brièvement, mais je l'ai réexploité depuis. Il y a une phrase où Thucydide dit « Vous, les Athéniens, vous n'êtes jamais dans ce dans quoi vous êtes. Vous êtes toujours ailleurs que là où vous êtes. » Tu te rends compte de ça? Vous sortez de vous-même tout le temps. La définition de la modernité chez Baudelaire, ça. Et c'est une phrase extraordinaire, quoi. Et donc, Thucydide parle de la rapidité des Athéniens qui l'opposent à la lenteur des Spartiates. Josiane, je sais que tu connais ce texte. Et donc, de ce point de vue-là, quand je dis qu'ils ont inventé la nouveauté, c'est pas seulement qu'ils ont fait du neuf, parce que d'autres ont fait du neuf aussi, bien sûr, mais ils ont justifié la nouveauté, puis dit que c'était une chose positive. Ça, il n'y a pas beaucoup d'exemples dans les sociétés traditionnalistes qu'on connaissait ailleurs. Mais pour l'imprimerie, c'est savoir que le support de l'universalisation dont parlait Jean-Marc, c'est un support. Ah, bien sûr. Un support technique, Très c'est puissant. l'idéal d'universalisation. Oui. Du système de modèle. Il y en a d'autres, quand on est passé du rouleau au codex, c'était la révolution. Bien sûr. Mais je reviens sur la question de la critique, juste un truc, parce que je trouve que c'est un point important. Il y a une autre affaire que j'ai pas eu le temps de dire, c'est quand même, il y a la question qui traverse toute la fin du IVe siècle, c'est la question du critère. Quel est le critère du vrai chez les philosophes? Le critérium. Ça, c'est la critique
deuxièmement, et puis, autre point, et ça nous ramène à Lucien, je crois, et c'est ce que je vais soumettre bientôt, je crois qu'il y a pour la première fois chez Lucien de Samosate l'usage de l'idée d'un esprit critique absolument premier, qui ne se réfère plus ni à une divinité, ni à un cadre social, etc. Et c'est dans un texte qui s'appelle Hermotime ou les sectes, où il critique toutes les sectes philosophiques, tout y passe. Puis il dit au pauvre type qui est stoïcien, puis qui essaie d'apprendre le stoïcisme pour être vraiment sage et qui n'y arrive pas, qui est un idiot consommé, il lui dit, tu passes ton temps à t'échiner pour rien, il faut que tu te serves de ta raison. Et il personnifie la raison. C'est le seul texte que j'ai trouvé dans l'Antiquité. C'est la raison qui parle, personnifiée, d'une sorte de prosopopée, et elle dit, tu dois te servir de ta puissance, de ta dynamisme critique, de ta puissance critique pour comparer les doctrines. C'est ton seul guide. Donc, il n'y a plus d'autorité d'école, il n'y a pas d'autorité sacerdotale, seule la raison le fait. Eh bien, ça, c'est le texte, peut-être, qui m'excuse de ne pas avoir trouvé le mot critique ailleurs. C'est vraiment... L'expression grecque, c'est dynamis critiqué. Absolument. Et les gens le reprennent. Comment? Les gens, on va parler de la modernité. Oui. Le reprend une extension dans son dictionnaire Ah, des anciens et des modernes. sans blague? Ah, génial. C'est le seul passage, parce que même Socrate, quand il critique, qu'est-ce que ça? Il a quand même une divinité qui le guide, tu sais. Mais là, il n'y en a pas. C'est juste la raison qui peut t'aider. Je ne vois pas d'autres exemples. Il y en a peut-être d'autres, mais moi, c'est le seul que j'ai trouvé. Marc Angenot? On ne va pas continuer, mais je vais vous dire sur quoi j'aurais pu continuer si nous avions des heures. Et, par exemple, l'accord unanime des historiens des idées modernes en Occident pense que l'idée de progrès de Condorcet à Hegel, de Hegel à Jules Verne, de Jules Verne à Lénine, enfin je veux dire pour le meilleur et pour le pire, l'idée de progrès, c'est-à-dire la démocratie remplace l'absolutisme comme la locomotive remplace la diligence, cette idée qu'il y avait une convergence du technique et du moral et du bien politique, que cette idée est propre aux 2 derniers siècles modernes, et que les Grecs n'ont pas cette idée-là, à tout le moins. Ils sont dans le cycle. On dit que c'est à cause du christianisme. Mais on dit que c'est à cause du christianisme, et les Blumenberg répliquent en fait à Eric Voegelin qui dit mais ça c'est une idée eschatologique chrétienne, le progrès, qui est superficiellement sécularisé par les Condorcet de ce monde. C'est pas le même. Non. Le développement de l'histoire jusqu'à l'eschatone, Oui. c'est une chose. Oui. L'idée du progrès ouvert qu'on trouve chez Auguste Comte, c'est autre chose. Ah, je suis parfaitement d'accord, mais je ne suis pas sûr que le progrès chez Lénine ne soit pas une eschatologie sécularisée. Ça peut-être. Oui, Ça peut-être. Mais c'est une chose qui me fatigue beaucoup, cette Oui. affaire. Cette histoire. Je n'ai pas complètement la réponse à ça, mais ça me fatigue beaucoup cet argument. Quoi, le progrès? Oui, je veux dire oui, parce que la question du progrès, la question de son rapport. C'est pas du côté de la coupure, c'est du côté de la coupure des chrétiens. En partie. Logos contre la ration. En partie. Parce que tous les systèmes antiques ne sont pas cycliques. Non. Dans la tradition matérialiste, c'est pas le cas. Beaucoup moins. Donc, c'est pas si net que ça, c'est cette opposition-là. Même je suis d'accord avec Blumenberg, il y a quelque chose de neuf. Oui, il y a quelque chose de neuf. Quand même reconnaître. Il y a un investissement nouveau dans le progrès qui est sans comparaison avec ce qu'on a connu, malgré les références qu'il fait, vous savez, au gnosticisme et tout ça, antique et tout ça. Mais bon, il y a quand même il y a comme un bouchon qui a levé quelque part. Mais de toute façon, on a aboli la notion de progrès. Oui. Alors tu peux être tranquille.
Bien, alors peut-être pour aller vers la fin, mais j'ai envie de demander à quelqu'un dans le public, est-ce qu'il y a une question qui va... Oui? J'aurais une question seulement parce qu'on parle beaucoup du christianisme. Oui. Mais une remarque que je fais, c'est qu'il y en a une tradition critique dans le christianisme. Oui. Et c'est parce que le christianisme provient d'un questionnement radical, non seulement du pouvoir social, mais politique et religieux, qui est un peu indépendant de la tradition critique gréco-romaine. Et ça, on le trouve, je pense, particulièrement chez Saint Paul, et plus tard, oui. Mais à l'origine, c'est un mouvement qui provient du judaïsme. Donc, c'est un peu différent. Oui, je sais que Saint Paul il faisait partie de la diaspora, mais c'est tout de même indépendant de la pensée critique gréco-romaine. Donc, il y en a un esprit critique un peu différent de celle grecque, mais il y en a un esprit critique chrétien. Donc, si je parle de point de vue, par exemple, de quelqu'un religieux, je pourrais dire oui, mais dans le christianisme, il y en a une tradition et qui doit être prise en compte quand on parle du concept critique dans le monde occidental, qui est un peu différent. Je suis totalement d'accord avec vous, mais il doit être pris en considération. Et ça on le rencontre aussi dans le XVIIIe siècle, où tu as tous les penseurs qui utilisent des fois les deux traditions sans vraiment y distinguer laquelle ils utilisent. Parce qu'il y en a, comme chez Augustin par exemple, qui frappe tout le monde. Et c'est un aspect critique qui est un peu différent de celui grec. Mais il y en a une argumentation spécifique, il y en a un discours, une structure qui est très différente à cause de tout le cadre religieux. Sauf que, oui c'est ça, sauf que Augustin, avant d'être chrétien, avait été platonicien et manichéen. Oui, mais je veux dire... Et il a lu Ambroise, qui avait lu... ce nom ne revient pas, en tout cas. Il y a toute une tradition déjà exégétique fortement imprégnée des exégètes grecs, puis Philon, qu'ils ont repris et développé. Et ce que tu dis, je me réfère particulièrement chez... récemment, je lisais dans mes recherches sur le purgatoire, je lisais surtout Saint Paul. Et chez lui, on trouve un esprit assez critique et assez radical des traditions judaïques, oui. Mais c'est un esprit très différent de celui grec, même s'il est écrit en grec. Et ça, je le trouve, les mots qu'il utilise, les concepts qu'il utilise ou qu'il échange, ou peut-être qu'il ne les change pas, mais pour moi, il provient de la partie hellénique. Je le trouve comme s'il les change, mais il ne les change pas vraiment, parce qu'il les utilise différemment provenant d'une tradition de laquelle il provient. Mais alors, si vous permettez, j'ai envie de vous poser la question à vous. Qu'est-ce que ce serait la spécificité de la dimension critique à ce moment-là, par exemple chez Paul de Trace? Qu'est-ce que ce serait la spécificité de la dimension critique que vous ne retrouveriez pas dans l'esprit grec? Est-ce que vous pourriez le dire? Mais je vais poser la question à Marc-Ange, c'est pas grave. Ça provient de... C'est pas facile. Mais je veux dire, chez Saint Paul, il y en a une interprétation différente des traditions. Mais le point culminant, c'est toujours dans le christianisme, c'est cette idée d'incarnation et de résurrection. Ces deux concepts-là, c'est très difficile à le trouver dans c'est pour ça que les Grecs ne pouvaient pas comprendre les doctrines chrétiennes, parce qu'ils ne peuvent pas comprendre comment Dieu peut devenir homme, mais un homme peut toucher, et qu'il peut mourir et qu'il peut... La question porte sur qu'est-ce que c'est la dimension critique? La dimension critique, c'est ça. C'est comment, pour Saint Paul, parce que j'ai dit Augustin, parce que Augustin cite beaucoup Saint Paul. Je ne veux pas qu'on tourne une théologie ici. Mais je veux dire, pour lui, c'est ça, c'est l'idée de Dieu fait homme et homme fait Dieu. Et ça, c'est vraiment le point culminant pour eux, pour critiquer tout autour d'eux, à partir de ce point central.
qui n'est pas la conscience de soi ou la conscience comme chez les Grecs par exemple. Mais tout de même c'est une tradition critique qui doit être prise en compte. Oui. Mais pour te répondre, c'est très... Vas-y, tu veux... Non, vas-y. Moi, je n'exclus pas ça. Non, je comprends ce que je veux dire, je n'exclus pas ça. Parce que je n'exclus pas que dans l'apport chrétien, par exemple, il y ait pu y avoir des éléments qui se sont agglutinés et qui se sont ajoutés à l'élément grec et que finalement il y a eu des points positifs supplémentaires qui en sont résultés. Je n'exclus pas ça. Oui. Okay. C'est normal et ça ne me gêne pas d'admettre aussi qu'il y ait bon, mais c'est tout le débat aussi entre le christianisme et le judaïsme et la réforme de la loi. Hein. Et bon, la loi est écrite sur des tablettes ou dans le cœur. Il y a une forme de révolution là-dedans dont les chrétiens parlent. Et donc, oui, tu as raison, la critique est un Paul Lacoste légomènon. Je veux dire, il y a différentes significations. Et puis, on n'est pas obligé de parler que de celle des Grecs et d'exclure. Je suis d'accord avec ça, ça me gêne. Tu vois. Juste une remarque, je pense quand même que c'est une toute autre notion de critique là, que vous utilisez. On peut certainement dire que la critique est fondatrice de toutes les religions à l'origine, c'est-à-dire une religion comme le christianisme est fondée sur une critique des autres religions, notamment polythéistes, etc. Mais après, une fois établi, il y a quand même un régime avec des frontières très tracées de la critique. Par exemple, la critique à l'égard des dogmes. J'évoquais le cas de Menocchio, ce pauvre meunier condamné par l'Inquisition en 1585, je crois. Lui, il est allé trop loin avec sa critique. Il a critiqué les dogmes et les certitudes avancées par les prêtres. Donc là, il y avait des limites très strictes posées, tracées pour la critique des dogmes de l'Église à l'époque. On peut peut-être dire aussi que chaque mouvement hérétique, protestant, calviniste, etc., est basé sur une pratique de la critique au sens comme tu l'as défini dans ce livre. Mais moi, je ne dirais pas que les religions, notamment la religion chrétienne en soi, est critique. Dans ce cas-là, il y aurait une notion très, très large et un peu vague de critique. Marc-Angelot, qu'est-ce que vous en pensez ? Pour terminer, je pense que nous voulons... je vais terminer pour inciter Jean-Marc Narbonne à en rajouter par une anecdote pour rappeler à quel point, justement, les Grecs au XVIIIe, au XIXe siècle sont présents. C'est-à-dire combien ces gens qui ont été au collège sont imprégnés, pas d'une connaissance que nous appellerions livresque, mais d'une connaissance extrêmement vivante. Alors c'est une séance du comité de salut public, et Billaud Varenne dit à Robespierre « Pisistrate ». Et Robespierre sort en sanglots de colère. Mais si je vous dis Pisistrate, vous n'allez pas aller voir l'ombudsman de l'université en disant « il m'a insulté ». Pisistrate est très très loin de nous, et même si vous allez sur Wikipédia, essayez de vous rappeler qu'il était le tyran d'Athènes, ça ne fera rien. Donc Pisistrate, ça veut dire que pour un homme comme Robespierre, que je prends comme un cas de son époque, c'est quelque chose d'extrêmement immédiat et donc ressenti comme très déplaisant. Complètement excellent. Est-ce qu'on s'arrête là ? Vous êtes d'accord ? On arrête là ? Il y a une question. Non. En fait, j'aimerais peut-être quand même rappeler que Socrate a quand même dû voir l'assidu. Alors, il y a quand même eu une résistance minimale au moment où ça lui quand même évolué. Il a dérangé quand même les mœurs à ce moment-là. Même chose quand même pour Jésus, qui a révolutionné, qui s'est ramassé sur la croix. Il me semble que c'est pas juste une question religieuse, mais je pense que c'est une question d'idéologie, s'il y a une résistance à la critique. Et en fait, ce serait peut-être un peu une question que j'aimerais poser aujourd'hui sur qu'est-ce que ça serait la critique aujourd'hui dans le postmodernisme, qu'est-ce que ça serait
Parce qu'il me semble, aujourd'hui, on a plus la tendance facile, justement, à faire table rase, puis à y aller avec la raison. On dirait que c'est rendu ça le chemin le plus facile, plutôt que de vraiment s'imprégner de tout notre passé. Bon, alors, à notre époque, aujourd'hui, est-ce qu'il y a une résistance à la critique? Puis si oui, qu'est-ce que c'est, en fait? Qu'est-ce que... Pour ce qui est de Socrate, c'est un chapitre dans lequel je pourrais entrer, parce qu'on a souvent traduit le procès de Socrate par le procès de la démocratie athénienne. Okay. Et moi, j'ai une lecture complètement opposée à celle-là. Je pense qu'il faut célébrer Athènes d'avoir supporté Socrate si longtemps. Et dans aucune autre ville, cité antique, il aurait pu faire ce qu'il a fait, si ce n'est à Athènes, où il y avait cette agone, cette discussion ouverte sans arrêt. Et je peux moins bien vous répondre qu'un des assistants dans cette salle qui connaît très bien le cas. Mais donc, au fond, pour moi, Socrate, il n'y avait pas un Socrate tous les matins à Athènes. Je veux dire, condamné. Hein. C'est l'exception qui confirme la règle pour moi. Alors oui, les Athéniens étaient intolérants, mais les autres étaient 10 fois plus. Comprenez-vous ce que je veux dire? Donc je réponds à ça. Je fais la réponse de Churchill. Hein? La démocratie, c'est le pire des régimes, sauf tous les autres. Athènes, c'est la pire des cités, sauf toutes les autres. Okay? C'est un truc politique, tout le monde le sait. Hein? C'est un conflit politique, et on ne peut pas juger la démocratie sur un seul événement. Ce serait absurde. C'est comme si on jugeait la démocratie américaine sur Trump et sur McCarthy. Bon. C'est un peu ça l'idée. Okay? Donc, ça c'est pour cet aspect de la question. L'autre, c'est pour... Est-ce qu'il y a une limite à la critique? C'est ça que vous posez? Ou c'est quoi le... J'ai pas compris la fin de ce que vous souleviez. En fait, c'est parce que je trouve que la définition de la critique en tant que telle semble être le temps de remettre en question un peu ce qui tu mets, puis tu arrives dans un système et tu te poses un peu la question, bon, ben, ce système-là, est-ce que ça se tient? Qu'est-ce que d'utiliser la raison pour remettre en question tout ça? Bon, alors, dans les différentes époques, ceux qui justement ont utilisé leur raison pour réfléchir à ce qui leur arrivait ont souvent plus ou moins bien fini, dépendamment du régime dans lequel ils étaient. Et en fait, ma question, c'était juste aujourd'hui, étant donné l'ouverture, la facilité, peut-être justement vu que la démocratie est là présentement, qu'est-ce que c'est la critique aujourd'hui? Ben, je pense qu'elle se poursuit à plein d'égards. Hein. Qu'on parle de dossier des injustices sociales, de la pauvreté, du statut des femmes, etc. Il y a des gains qu'on fait encore aujourd'hui, malgré toutes les erreurs qu'on commet, etc. C'est un processus qui est toujours en marche. Et il y a des aveuglements dont on n'avait pas conscience et dont on prend conscience maintenant, etc. Comprenez-vous ce que je dis? C'est un processus, je ne peux pas l'arrêter, le définir d'avance, c'est impossible, qui est en marche. Et de ce point de vue-là, on continue à faire comme les Grecs. On continue à discuter. On continue à discuter et à chercher. Et donc, et à trouver, à chercher le meilleur compromis, si vous voulez. Mais sinon, c'est ce que je répondrais. Je vais peut-être ajouter quelque chose. Je peux se demander quels sont les porte-paroles de l'esprit critique dans nos sociétés. Moi, je dirais, tout au moins depuis le XVIIIe siècle, ce sont d'une part les journalistes, et encore, il faudrait voir quels journalistes. D'autre part, les intellectuels. On parlait de la figure de l'intellectuel. L'intellectuel a une fonction critique dans la cité. Et troisièmement, ce qu'on pourrait appeler les sociabilités de la société civile, les associations de citoyens qui incarnent l'esprit critique. Et quand on regarde aujourd'hui les sociétés modernes et contemporaines où ces instances sont mises en cause, ce sont justement les régimes populistes, les régimes dictatoriaux, que ce soit la Turquie d'Erdogan ou les États-Unis d'Amérique actuellement. Parce que justement, ils visent ces gens-là qui sont contre la doxa, qui sont contre ce que certains hommes politiques imaginent comme la voix du peuple, comme l'opinion commune. Ils mettent tout ça en cause
Et ils sont la cible, justement. C'est pas par hasard que Erdogan et Trump et d'autres ciblent ces gens qui incarnent les porte-paroles de l'esprit critique aujourd'hui, qui sont finalement dans cette longue tradition que tu as tracée, l'esprit critique depuis l'Antiquité, hein, de questionner fondamentalement, de ne pas se contenter des vérités toutes faites, des fausses vérités, des contre-vérités, des post-vérités, comme on dit aujourd'hui, mais qui questionnent tout cela. Ça, je crois que c'est fondamental. C'est pas évident parce que c'est un acquis quand même à défendre aussi. Hein. C'est pas du tout. On vit dans une époque où, depuis la première fois, peut-être depuis 200 ans, où on ne voit pas progresser l'esprit critique et la démocratisation, mais où c'est menacé, commence à être menacé. Ouais, je prends une dernière question, Julien. Oui, à ce moment-là, j'aimerais ça rebondir sur l'intervention de monsieur et je me demande est-ce que finalement tout acte critique ne serait pas imbriqué à un geste de réappropriation de liberté? Au début de la conférence, Olivier, vous disiez que la liberté était plus large, non, la critique était une notion plus large que la liberté, mais au final, on peut se demander ne sont-elles pas imbriquées ces deux notions? Bien sûr, bien sûr. Elles sont intimement liées. Cette soif de liberté grecque, ou cette découverte de la liberté, comme dit Kurt Raffler, dit Endigung der Freiheit, liberté politique, d'une part, liberté individuelle, le droit de se retirer de la vie publique ou sociale, le droit d'avoir son petit jardin à soi, etc. Ce sont des aspects, la liberté aussi se conjugue, etc. Sont très étroitement liés au développement de la réflexion démocratique. Parce qu'il y a eu en Grèce une réflexion sur la liberté qui s'est construite peu à peu, parallèle à une réflexion sur la démocratie. Et donc, et c'est vrai qu'ils ont commis des erreurs en tant que démocrates à certains égards, mais ça, je cite toujours cette phrase, vous savez, de Christian Mayer, le grand historien allemand, qui dit quand les Grecs ont commencé la démocratie, ils n'avaient aucune idée de ce qu'ils allaient faire, etc. Parce qu'avant eux, il n'y avait pas eu de Grecs. Donc ils ont avancé par essai et erreur, ils ont commis certains excès, etc. Très peu, si on suit à Voltaire. Il dit finalement, bon, il y en a tué 3, 4, mais pas plus que ça. Et il dit quand on compare avec des méfaits d'autres régimes, bon, ils ont commis quelques erreurs. Socrate en est sans doute une, Simon et d'autres qui ont eu maille à partir. Mais peu à peu, ils se sont dotés de remparts contre les excès même de leur démocratie, qu'ils ont de plus en plus institués sous l'égide des lois. Et donc finalement, ils se sont améliorés. Et c'est ça qui nous intéresse. Alors j'ai vu une main tout à l'heure se lever, vraiment la dernière. La dernière cette fois. Je venais de me dire à ma collègue ici que j'avais 2 questions mais que j'avais faim, donc je vais essayer de... Je voulais relancer la question derrière, parce que si on reprend le terme d'un récit occidental, il met en scène, si on le simplifie à l'extrême, la critique et la tradition. Mais si la tradition est disparue, si la tradition n'a plus cette force, si on est dans un monde qui fait de la critique son autorité, ça change l'économie de la critique. C'est un peu la question qui était posée. Et c'est un peu ce que je cherche à nommer peut-être le terme de postmodernité. Mais quand même, ça pose une question forte. Qu'est-ce que c'est la critique dans un monde où elle est l'autorité la plus légitime, en un sens? Et l'autre question, c'était, au début de la présentation, il y avait une tension qui avait l'air d'émerger entre l'idée du miracle grec, et c'est lui qui a pris le dessus dans la conversation, et l'idée d'une pluralité possible de la Renaissance ou des Lumières dans toutes les cultures. Et ça, il a été perdu un peu de vue par après. Aujourd'hui, il revient en force en Occident, et c'est souvent des Occidentaux qui disent que c'est notre propre obsession, nombrilisme de croire que nous sommes les seuls à avoir des lumières, etc. J'ai pas lu le livre, mais peut-être que le début de la présentation suggérait qu'il faudrait ouvrir plus et aller chercher dans d'autres cultures d'autres formes de renaissance ou de lumière. Mais ensuite, tout le reste de la conversation, on est revenu à pieds joints dans le miracle grec. Alors, il me semble que la tension n'a pas été levée, parce qu'on est dans le miracle grec où on essaie de trouver ailleurs, pas seulement dans le petit cas de l'Inde que vous avez évoqué, mais
quelque chose d'autre, parce que c'est vrai que toujours ressasser le miracle grec peut être aussi un discours utilisé par l'Occident pour se juger supérieur et justifier des dominations, etc., etc. Vous connaissez aussi bien que moi cette critique. Bien sûr. Mais le miracle grec n'est pas miraculeux. Le miracle grec est la réponse par impossibilité d'en fournir une meilleure d'un phénomène qui nous apparaît comme ça et pour lesquels on cherche les sources. Comprenez-vous? Pourquoi est-ce que ça s'est passé là? Le livre de Christian Meyer que je citais à l'instant, qui présente un des meilleurs scénarios sur le sujet, il essaie de mettre comme un puzzle, tu sais, les pièces, les différents éléments qui ont pu contribuer à cela. Okay? Donc, moi, je ne me contente pas et je n'exalte pas la réponse du miracle comme si c'était les Grecs et que les autres, ils sont forcément à côté de la carte. Pas du tout. C'est plutôt de se poser les questions, comment il se fait que les choses ont pu prendre cette forme-là là-bas et que curieusement, ce démarrage-là ne s'est pas fait de la même manière ailleurs. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, concernant la tradition, il y a la tradition qui consiste à être sous la tradition et il y a la tradition qui consiste à rentrer dans un rapport critique avec la tradition. Et cette tradition, elle est grecque. Déjà, c'est ce que dit Popper, déjà quand Anaximande dit le contraire de son maître Thalès, dès le VIe siècle, ça commence mal pour la tradition d'un certain point de vue, c'est-à-dire qu'il y a un rapport dialectique où il y a une recherche du meilleur argument, du bon argument, et il y a un rapport de... C'est une forme de tradition qui consiste à questionner sa tradition. Comprenez-vous ce que je veux dire? Et c'est comme ça qu'on avance. On avance en questionnant progressivement notre tradition. Moi, c'est vraiment comme ça que je le vois, et cette dynamicité, pour moi, fait l'Occident. Et quand je dis l'Occident, il peut s'élargir, parce que les Arabes aussi ont lu les Grecs, je veux dire, c'est pas pour moi une coquille fermée, hein. Tout le monde est convié à cette dynamicité. Bon, mais la question se pose quand même, au début, on l'avait posé un peu, je crois, merci de revenir là-dessus. Est-ce qu'on peut penser une instance critique, une conception de la liberté, comme l'Occident l'a développée en dehors d'un impact de la pensée grecque? C'est-à-dire, quand tu dis les Arabes, bon, ils ont développé aussi, au moins, certaines phases de leur histoire, un esprit critique, mais tu le soulignes toujours les liens avec la Grèce. Est-ce qu'il peut y avoir des lumières, aussi tout ce qui est lié avec, c'est-à-dire l'esprit critique, une conception de la liberté, une conception de la tolérance, en dehors de la sphère d'influence et des transferts de la pensée grecque? Est-ce que tu penses que... Pourquoi pas? Oui, pourquoi pas, mais il faut le trouver. Il faut le trouver. Oui. A priori, pourquoi pas? Oui. Mais simplement, on ne la voit pas facilement. Non. Mais c'est juste ça. Mais il n'y a pas de... Il ne faut pas avoir du sang grec pour être comme ça. Oui, bien sûr. Pas du sang grec. D'ailleurs, Isocrate, déjà, au IVe siècle, Isocrate dit être grec... il y a déjà un message extrêmement universaliste dans le panégyrique d'Isocrate, quand Isocrate dit être grec, c'est simplement être capable de vivre non sous la tutelle d'un tyran. Et tous ceux qui sont prêts à vivre non sous la tutelle d'un tyran, eh bien c'est les Grecs. Alors là, on ne peut pas être plus universaliste que ça. Tout le monde peut être athénien. Simplement, il faut vivre en athénien, c'est-à-dire démocratiquement et non sous la houlette d'un tyran. Mais pour revenir à cette question, c'est en effet une question, mais peut-être je vais répondre par une vitale, mais personne n'en a parlé. Oui, on connaît chez les Grecs parce que tout le monde s'est répandu, a parlé, etc. Mais comme aussi, pourquoi on cite toujours la Révolution française comme un modèle et pas la Révolution américaine? Non seulement parce qu'elle était universelle, mais qu'il y a eu... Ils en ont parlé jusqu'à plus soir. Je crois que tout ça, c'est une question de discours finalement. Mais c'est écoutable, parce que je ne sais pas, je ne connais pas les langues bantou ou autres, peut-être qu'il y a une... Bon, mais merci à vous tous. Et puis, merci.